Here's Blake to Roy. This is for the win. Drexler. Oh, no! It counts, and Drexler. The Portland Trail Blazers select Damian Lillard. It's Lillard. He got the shot off. Lillard, good! And the Blazers win the series for the first time in 14 years. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison du Ripcast, la 3e du podcast. Surtout que ça fait un très long moment qu'on n'a pas branché nos micros pour parler de nos chers Blazers. C'est ce qu'on va faire pour parler notamment de l'intersaison et également faire une preview de la saison 2021-2022 des Blazers. Et on va pas perdre plus de temps que cela. J'accueille tout d'abord celui qui, cette saison encore, va nous faire rire et sourire à coups de tweets. C'est Adrien. Hello Lilian, salut tout le monde. Écoute, j'ai hâte que la saison reprenne. Ça y est, on est à un jour de la reprise et voilà, je suis chaud. On est chaud. Voilà, on est chaud et puis il y a d'autres chroniqueurs qui sont également chauds. Tout d'abord, Romain. Salut Romain. Salut Lilian, salut l'équipe. Bah ouais, super heureux de reprendre le Ripcast et on va tout donner comme l'équipe. Et surprise, comme ça fait un moment qu'on n'a pas fait de podcast, on s'est dit qu'on va s'autoriser quelques folies en ajoutant un 3e chroniqueur. Et pour cet épisode, ce sera Enzo. Salut les gars, salut tout le monde. Bah ouais, comme les autres gars, super excité et au taquet pour la nouvelle saison là. On a hâte. Et voilà, malgré le peu de mouvement à l'intersaison, toujours autant d'excitation chez nos chroniqueurs. C'est ce que vous attendez sûrement, chers auditeurs. Alors, comme d'habitude, avant qu'on commence l'épisode, je vous rappelle les bons réflexes. On s'abonne si vous nous écoutez sur YouTube. On lâche des commentaires sur les plateformes de podcast. Et on n'oublie pas également de nous follow sur les réseaux sociaux respectifs qui figurent dans la description de ce podcast. Sans plus tarder, on s'attaque à l'intersaison des Trail Blazers. Mais pour débuter, messieurs, je n'ai pas envie qu'on parle tout de suite d'un mouvement, mais plutôt de l'un des feuilletons de l'intersaison des Blazers qui a fait tressaillir les cœurs des fans et certainement celui de chacun d'entre nous dans cette conversation. Au cours du mois de juillet, c'était je vais rappeler un peu les faits, en pleine préparation des Jeux Olympiques, il y a eu des rumeurs évoquées à propos d'un mécontentement de Damian Lillard qui aurait demander son transfert. Alors ça, c'est dans les rumeurs. On ne sait pas quelle a été la véritable vérité. On ne va pas revenir sur toute l'histoire, puisque, en tout cas, pour le début de cette saison, les tensions semblent être un petit peu retombées, mais j'avais juste envie d'avoir votre sentiment un peu global sur cette affaire. Comment vous avez perçu ce gros épisode de l'été, on va dire, ce qui a animé le plus l'été des Blazers. On va commencer avec toi, Adrien. J'ai eu un peu peur, même si on sait l'attachement que porte Dame à la franchise. On était tous comme des oufs, même si j'essaie de rassurer comme je pouvais et de faire croire que j'étais serein par rapport aux doses. Moi, je l'étais au fond parce que ça reste Dame et comme je l'ai dit, il y a eu plein de déclarations et tu dis que ça peut pas se passer. Mais je pense que c'était tout simplement un coup de pression de sa part envers le front office. Et tout simplement, de toute façon, il l'a dit. Après, il s'est exprimé en conférence de presse. C'est juste que il veut une équipe pour jouer le titre. Et à son sens, l'équipe telle qu'elle était à la fin de la saison dernière et au moment d'entamer l'intersaison, on n'était pas une équipe pour viser le titre, tout simplement. Donc il y a eu des ajustements qui ont été faits. C'était pas forcément ce qu'il attendait. Je pense qu'il attendait mieux, mais il dit qu'il est plutôt satisfait de l'été qui a été réalisé dans son ensemble, du changement de coach et de toute cette nouvelle vague qui va pouvoir apporter pas mal de choses à l'équipe. Donc on a eu peur, on a eu chaud, mais Dame reste à la maison et c'est très bien comme ça. Et est-ce que c'était peut-être pas nécessaire qu'il pousse un petit peu parce qu'on se dit, les rumeurs, ça sort jamais pour rien. Il y a sûrement dans son camp quelqu'un qui a distillé ces petites informations. Est-ce que c'était pas un peu nécessaire pour rappeler que c'est pas toujours acquis qu'un joueur reste très longtemps aussi longtemps déjà dans une équipe.
Est-ce que c'était pas un peu plus en figure de piqûre de rappel, à la fois pour les fans, mais surtout pour un homme, on a envie de dire, le general manager Neil O'Shea. Je veux bien ton avis là-dessus, Romain. Ouais, totalement. Je crois qu'une des phrases qu'il prononce, c'est de dire que lui est complètement engagé vers un seul but, essayer d'aller chercher un titre avec Portland, mais qu'il n'était pas sûr que ce soit la même chose à tous les niveaux de la franchise. Donc, on peut penser à Neil Olshey. On peut aussi penser peut-être à la propriétaire, Jody Allen. Ouais, on peut totalement se dire que voilà, c'était un message envoyé à d'autres personnes. Je vais terminer par toi, Enzo, en te demandant, toi qui es l'ultra optimiste du groupe, avec Adrien, bien sûr, est-ce qu'il y a un moment, tu as cru te dire « Ah merde, il pourrait partir et il pourrait le faire dès cet été ». Tu as cru ou pas du tout, quand même? J'ai cru un départ, mais pour cet été, absolument pas. J'ai été en tout cas, de ce côté, j'étais optimiste à me dire qu'il pouvait pas partir de suite au moment où il y aurait peut-être un renouveau dans la franchise, où il pourrait tenter quelque chose avec un nouveau coach, parce que c'est le deuxième coach qu'il va avoir en NBA. Donc, il pouvait pas partir maintenant. Malheureusement, il s'est pris aussi un peu au jeu. Il a beaucoup parlé sur le fait qu'il resterait fidèle. S'il partait maintenant au premier gros accro, sa réputation en aurait pris un coup, etc. Parce qu'on le connaît quand même pour ça en NBA, avec Bradley Beal et Steph Curry, comme les figures qui restent indéfiniment dans des franchises. Et lui et Bradley Beal sont dans des franchises qui n'ont pas encore gagné de titre. Donc non, en vérité, j'ai pas cru. Mais comme tu l'as dit, ouais, c'est une piqûre de rappel et a raison. Parce que Neil Olshey avait l'impression de prendre pour acquis le fait qu'une telle star vienne chez lui. Et il s'accordait tout le crédit d'un été incroyable et rejetait toute la faute sur le coach et à peine sur les joueurs qu'il avait choisis. Enfin bon, c'était nécessaire. Il y avait besoin de ça. Ouais, et pour rebondir sur ce que disait Enzo, je pense que c'est une très bonne piqûre de rappel. En effet, on sait que Dame, c'est pas du tout un joueur qui se plaint de l'effectif depuis qu'il est arrivé en NBA, malgré son statut de franchise player. Il pourrait glisser quelques messages et dire, écoutez les gars, quand même là, voilà l'effectif qu'on a, c'est pas ouf. C'est un joueur qui a toujours l'habitude de se concentrer sur son taf sur le terrain et en dehors du terrain en tant que leader, mais qui n'a jamais eu pour habitude de se plaindre. Et là, c'était bien qu'il le fasse. Voilà, il va entamer sa 7e saison sans All-Star. Donc, à un moment donné, voilà, c'est bien aussi de taper du poing sur la table et de dire, les gars, moi, j'ai envie de faire ma carrière à Portland, mais j'ai surtout envie de gagner un titre à Portland. Et si vous me mettez pas si vous me donnez pas les moyens de le faire, bah, en fait, je préfère juste aller gagner un titre ailleurs plutôt que de rester à Portland sans rien gagner. En fait, je pense que ce qu'il veut par-dessus tout, c'est faire toute sa carrière à Portland, titre ou pas titre, mais qu'il a quand même envie de leur dire, les gars, moi, je suis là aussi pour gagner un titre. Donc, mais mettez-moi les moyens juste d'aller gagner ce titre-là que je veux plus que tout. Qu'il ait au moins l'opportunité d'espérer, en tout cas, de pouvoir peut-être toucher le trophée Larry O'Brien. Très rapidement, est-ce qu'on se repose, on reparle du même sujet et on se donne rendez-vous l'été prochain? C'est un peu ça, la prochaine deadline? Moi, je suis pas sûr parce que il y a eu un article de Jason Quick concernant Lillard et sa motivation, etc. Et il disait qu'il était globalement reboosté, notamment après les JO et d'autres événements en privé dans sa vie. Et le truc, c'était que, en gros, Lillard disait qu'il a toujours eu à combattre des difficultés, quoi. Peu importe que ce soit privé ou au niveau du basket, avec Team USA, ça a mal débuté. Puis finalement, maintenant, il est médaille d'or. Et en gros, il disait qu'au final, il voyait la même chose avec les Blazers. Donc, c'est pas forcément sûr qu'on ait à revivre la même chose. Il est possible que Lillard soit complètement engagé avec les Blazers sur plus longtemps. Maintenant, ça va dépendre aussi d'autres facteurs, notamment d'éventuels mouvements du roster. Très bien, messieurs. Alors, si on n'a plus rien à ajouter sur le feuilleton Lillard, on peut maintenant se concentrer sur la véritable intersaison des Blazers, où il y a eu, voilà, pas masse de mouvements dans le Oregon, mais il y a quand même quelques signatures par-ci, par-là. Juste avant de vous donner la parole, je vais faire le récapitulatif des arrivées, des départs et des prolongations chez les Blazers. Alors, tout d'abord,
Chez les arrivées, il y a Cody Zeller des Hornets, Ben McLemore qui vient des Lakers, également Tony Snell qui vient d'Atlanta. Il y a eu également l'arrivée de Larry Nance Jr. via un trade. Et à la draft, on avait choisi il me semble, au milieu de second tour, Greg Brown II, qui vient de l'Université de Texas. Cet été, on a également prolongé Norman Powell pour un lucratif contrat. Et dans le même temps, dans le sens inverse, le sens des départs, Zach Collins est parti chez les Spurs. Carmelo Anthony et Enes Kanter, la fameuse doublette qui faisait si peur en défense, est partie respectivement du côté de Los Angeles chez les Lakers et pour Kanter chez les Celtics. Et enfin, Derrick Jones Jr., lui, était impliqué dans le trade avec Larry Nance Jr. et il atterrit, lui, aux Bulls. Il y a eu également des joueurs que vous avez pu voir par-ci par-là, notamment lors des matchs de pré-saison, les joueurs qui ont été signés pour le training camp. Il y a notamment Dennis Smith Jr., Patrick Patterson, Marquise Chris et Quinn Cook. Alors, on ne va pas discuter, même s'il y a quand même pas mal de signatures, on ne va pas discuter de chacune d'entre elles. Je vous en demandais, messieurs, de choisir un joueur, chacun. Et donc, on va commencer avec toi, Enzo. De quel joueur as-tu envie de discuter ? Alors moi, j'aurais voulu porter l'attention sur l'acquisition de Larry Nance Jr., qui est le seul trade, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, c'est le seul trade qu'on a fait de l'été. Donc on s'attendait à des plus gros trades, un blockbuster impliquant peut-être Nurkic ou CJ McCollum ou ce genre de nom. Mais non, finalement, on était plutôt discret. On a shippé Larry Nance Jr. dans un trade impliquant Chicago et Cleveland. Donc Larry qui est un joueur assez orienté défense, mais parce qu'il est évidemment très long, il est grand, capable de dunker, un espèce de Derrick Jones Jr. Très tanké et très défensif. Du coup, on a juste changé de poste en soi, mais voilà, capable sur les 2 dernières saisons, il est à 0,5 blocs de moyenne, plus d'une interception. Du rebond, de l'intensité défensive, c'est lui qui menait le diapason de ce côté à Cleveland. Donc non, une très très bonne acquisition et très très sous-cotée qui a été faite en douce pour un poste qui en plus peut nous servir. On discutera après, mais il y a de très fortes chances que ces minutes soient exploitées, grandement exploitées par Billups. Donc non, moi c'est vraiment pour moi l'acquisition de cet été. Et avant de donner la parole à Adrien et Romain sur le cas Larry Nance Jr., je rappelle juste le trade. Du coup, c'est un trade à 3 avec également Chicago et Cleveland. Portland a donc envoyé Derrick Jones Jr. à Chicago avec un premier tour de draft qui est protégé loterie. Premier tour de draft de l'an prochain, il me semble. Pour la saison à venir. Et donc, du coup, Cleveland nous a envoyé Larry Nance Jr., tandis que Chicago a envoyé Lauri Markkanen, le Finlandais, à Cleveland. Voilà, Adrien, que penses-tu de la signature de Larry Nance Jr. qui, sur le papier, semble mieux fité que Derrick Jones Jr. Ouais, totalement. Totalement. Derrick Jones Jr., il était complètement sorti de la rotation de Terry Stotts à l'issue de la saison dernière. Et là, alors je vais en parler juste après, et c'est pas une acquisition, mais c'est avec l'éclosion de Nasir Little, disons qu'il restait plus beaucoup de place pour un joueur comme Derrick Jones Jr. Sur le poste, en tout cas avec Covington, c'était un peu bouché. Et Larry Nance Jr., c'est un joueur qui est vraiment un couteau suisse pour le coup, qui est capable de jouer dans plein de manières différentes, qui peut jouer poste 4, qui peut jouer poste 5. Il y a plein alors il sera pas dans le 5, mais il y a plein de composition et de line-up hyper alléchante avec Larry Nance Jr. J'ai hâte de le voir, notamment avec si on prend le 5 de base, si on met soit McCollum ou soit Powell sur le banc, peut-être pas forcément dès le départ, mais en tout cas par séquence durant le match, avec Robert Covington en 3, avec Larry Nance en 4 et avec Nurkic en 5. Et surtout, c'est un réel upset, tu l'as dit, avec le départ de Carmelo Anthony. Larry Nance Jr., c'est un upset fou, et il vient combler énormément de manques, notamment défensivement, comme l'a très bien souligné Enzo. Et on l'a vu sur les quelques matchs de pré-saison où il est aussi capable d'être en tête de raquette avec le ballon et de distiller un peu comme Nurkic peut le faire, et on a vu qu'il faisait assez bien. Très athlétique, très bon défenseur, donc ouais, très très emballé
la signature de Larry Nance Jr., très sous-coté. Notamment sur le GM survie, c'est un vote des GM un peu chaque année. Il arrive en tête des transactions les plus sous-cotées selon les GM. Donc voilà, c'est pas pour rien et je pense que ça va être peut-être la meilleure acquisition en tout cas pour les Blazers cet été. Ouais, je le pense également. Et Romain, je vais te relancer sur quelque chose. Est-ce que c'est pas la première fois, en tout cas depuis un moment, que Portland a un joueur capable de défendre sur les 5 positions? Est-ce que tu penses qu'il en est capable? Sachant que Robert Covington, il l'a tenté, on voit bien que sur les 1, il est trop lent et il a du mal à contenir les ailiers forts, pivots, qui sont beaucoup plus véloces que lui. Est-ce que Larry Nance Jr. a cette capacité de défendre sur les 5 postes pour toi? Non, je pense pas sur les 5 postes, mais par contre, je pense que de 3 à 5, ouais, je pense qu'il a la capacité parce qu'il est vraiment tanké. Donc sur les 5, il peut tenir. Sur les 3, pareil, il a la mobilité. Après, quand on descend plus petit, je pense que c'est quand même assez chaud, même si il est assez rapide. Et non, ce que je peux ajouter, c'est que ça fait aussi du bien d'avoir sur le banc un mec. Je veux dire, on a vu l'année dernière à Cleveland c'était un starter. Et du coup, je trouve que c'est bien d'avoir un 6e starter quasiment sur le banc, quoi. Ça fait vraiment de la profondeur, à la fois en termes juste numériques, mais aussi qualitatifs. Donc, c'est cool. Surtout que c'est intéressant, c'est lui qui a demandé à un trade, c'est lui qui a demandé à partir de Cleveland, il avait besoin de compétitivité, du coup il se retrouve dans le projet de Portland, il en est intéressé. Le seul bémol qu'on peut avoir, c'est sa fragilité. C'est-à-dire que la saison la plus prolifique qu'il ait fait, il était à 67 matchs. Donc bon, l'année dernière, il en a enchaîné un peu plus d'une trentaine. Ouais, faudra faire attention aux blessures, mais bon, sinon, très grosse acquisition. Est-ce que vous pensez qu'on le verra jouer des minutes en 5? Ouais, complètement. Ouais. De toute façon, on l'a vu jouer notamment en pré-saison pas mal de fois au poste 5. Si on regarde la rotation à l'heure actuelle, en big, tu as Nurkic, tu as Cody Zeller et tu as Larry Nance Jr. Il n'y a pas grand monde qui peut assurer ce poste derrière. Donc il suffit que Zeller se blesse ou que Nurkic soit en foul trouble et qu'il se retrouve à 3 fautes après 2 minutes 30 passées sur le parquet. Et boum, tu peux avoir du Larry Nance Jr. Au poste 5. Donc oui, je pense qu'on le verra assez souvent. Ouais. En tout cas, derrière Cody Zeller, je vois personne pour occuper ce poste-là. Eh bien, très bien, messieurs. On peut peut-être passer à une autre signature. Romain, quel est le joueur qui t'intéresse dans les signatures de Portland? Sur Tony Snell. Alors, c'est un peu le joueur certainement le plus hypant de l'intersaison. Ah non, pas douter. Exactement. En plus, c'est hyper compliqué parce qu'en ce moment, il est blessé, donc on n'a pas eu l'occasion de le voir, de le voir jouer pendant la pré-saison. Mais en fait, justement, en fait, c'est que les questions qu'il pose sont intéressantes. Son absence, en tout cas, pose des questions et je trouve que c'est intéressant. On a vu qu'en gros, Billups cherche à modifier la défense et à avoir quelque chose d'un peu plus switchable, etc. Et en fait, je me demande je pense en tout cas que Snell est le joueur parfait pour ça. Parce qu'il est hyper long, que pour le coup, lui aussi peut défendre sur plusieurs positions. Et je me demande aussi si c'est tout simplement pas notre meilleur défenseur extérieur sur l'homme, en tout cas. Donc, j'ai vraiment hâte de le voir. En plus, il shoot super bien à 3 points, donc il n'y a pas de raison qu'il s'intègre pas très facilement dans notre attaque. Donc c'est un peu le joueur parfait, un peu le glue guy est parfait. Et du coup, j'ai vraiment hâte de le voir s'il peut pas être un peu un joueur de mission sur les porteurs de balles adverses. Parce que jusqu'à maintenant, sur la pré-saison, on a vu que malgré quelques nouveautés en défense, on avait quand même besoin de joueurs capables de s'y coller, d'aller en mission sur le joueur adverse, celui qui porte la balle, parce qu'on a vu que forcément McLemore, CJ, voire Ant, c'est pas forcément leur spécialité, quoi. Donc j'ai juste hâte de voir ce qu'il peut nous apporter, en espérant que sa blessure soit pas trop grave. D'autant que si on part du principe que numériquement, Larry Nance Jr. remplace Derrick Jones Jr.
et que Larry Nance c'est plutôt un défenseur, on va dire, qui va se diriger plutôt vers les ailiers intérieurs, au final, Robert Covington aura quand même de l'aide sur les ailes, puisque voilà, Tony Snell, c'est un joueur qui peut défendre les arrières ailiers. Donc au final, c'est une bonne addition pour Portland. Ça ajoute de la profondeur défensive, ce qui n'était pas difficile, vous allez me dire, mais au moins ça rajoute un joueur de plus qui est spécialisé en défense, Adrien. Ouais, qui est spécialisé en défense et qui est aussi un shooter extrêmement sous-coté. Je crois qu'il a un des meilleurs pourcentages l'année dernière en NBA. Alors le volume, je l'ai pas sous les yeux, mais quand même, ça veut dire quelque chose. Donc il a Oui, un c'est profil ça. très intéressant. À pondérer avec le volume parce que c'est en Ouais, moyenne 2 à 2,5 prises par match à 3 points, donc ce qui est quand même assez peu. ouais. Bah après, si tu mets ça sur 70 matchs, c'est quand même pas mal. Mais oui, c'est pas voilà. Après, c'est pas les shoots qu'il prend, on va dire, même s'il en prend plus. Enfin, je veux dire, enfin, de toute façon, les shoots qu'il prend, c'est des shoots qui vont être, c'est des shoots ouverts, quoi. C'est pas un mec. C'est corner free et puis voilà, et Voilà, bien sûr ça sera ouvert. exactement. C'est ça qu'on va lui demander. Donc voilà, c'est un joueur de rôle. Après, pour se faire sa place dans la rotation, ça va pas être si facile que ça. On sait que Stotts aimait bien les rotations à 8. On va voir si Billups fait plus tourner. Ça a l'air d'être le cas. Mais il y a quand même du monde en second unit avec Anthony Simons, avec Nasir Little, Larry Nance Jr., Cody Zeller. Mais encore une fois, ça offre des possibilités. Ça offre beaucoup d'armes entre les mains de Chauncey Billups. Donc c'est toujours intéressant d'avoir ce profil-là. En tout cas, c'est celui si on compte déjà Cody Zeller et Larry Nance Jr. dans la rotation, je pense que ça sera la raquette backup. C'est celui qui, pour moi, a le plus de chances de se faire sa place parmi Ben McLemore, les rookies, CJ Leby, dont on n'a pas parlé, et potentiellement Dennis Smith Jr., qui devrait signer un contrat. Enfin, le dernier contrat du roster, à l'eau on se parle, il n'a pas encore signé, mais je pense que quand le podcast sortira, ça sera le cas. Je pense que c'est Tony Snell qui a le plus de chances de, je pense que voilà, c'est le 9e guy, c'est le 10e guy en fait. Voilà, c'est Tony Snell. Enzo a un mot à rajouter sur Tony Snell qui continue un peu son tour de la NBA en venant à Portland, en ayant joué ces dernières années pour les Hawks, notamment pour les Bucks. Bah non, justement, moi je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. J'aime bien son profil en plus de. Il y a quelques petites vidéos qui sont sorties de l'été de la préparation des Blazers. Et CJ disait que c'était quelqu'un de très discret, mais qui faisait son boulot et qui le faisait bien. Donc c'est vraiment un mercenaire en soi, un mercenaire qu'on a réussi à attraper, qui arrive à combler certaines brèches qu'on avait. Donc défensivement sur les lignes arrière, c'est pas mal. Au tir, c'est pas mal aussi. Non, vraiment, c'est une acquisition pas à négliger. Quand tu as commencé ta prise d'antenne par vidéo d'été, j'ai eu peur que tu me dises que tu as vu des vidéos Tony Snell qui met des pull-ups à 3 points. Heureusement, Ah non, 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 cela me non, rassure. non. C'est pas Willie Cauley-Stein non plus. Voilà, on le connaît. Très bien. Eh ben, on peut passer à Adrien, qui, voilà, en grand habitué du podcast, s'autorise des petites entorses au conducteur. Vas-y, Adrien, dis-nous qui est le joueur de l'intersaison, ou plutôt, là, ce sera plutôt de la saison, on va dire. Ouais, en fait, je vais faire une doublette sur ça. Pour rester dans le thème sur l'intersaison, moi, j'aurais dit Cody Zeller, mais pour moi, ça va de pair avec Larry Nance Jr. en fait. Romain disait tout à l'heure que Larry Nance Jr. c'était presque un 6e starter. J'ai presque envie de dire qu'on a un 7e starter avec Cody Zeller en fait. C'est deux joueurs qui ont eu l'habitude d'être Zeller est titulaire à Charlotte depuis des années, et c'est des joueurs qui à bas prix pour Cody Zeller viennent et vont devenir des vrais gars en sortie de banc et qui vont apporter tout de suite Day One. Et c'est vraiment cette raquette-là qui remplace encore une fois, comme tu l'as dit, le Melo Canter. Et pour moi, l'upset, il est énorme. Évidemment, c'est pas aussi flashy que Melo et Canter, mais vraiment, ils vont venir combler énormément de brèches. Et pour moi, vraiment, leur association défensivement, ça va être hyper intéressant. Donc voilà, c'est ça. Après, j'ai pas grand chose à dire de plus sur Cody Zeller et sur Larry Nance Jr., à part que ce sont aussi des good guys et c'est très bien pour fitter avec ce collectif-là. Donc ça, c'est top. Et du coup, le deuxième, c'était Norman Powell. Donc c'est pas une nouvelle acquisition, mais c'est une prolongation, puisque du coup, il était là la saison dernière. Et pour moi, c'était la priorité d'Damian Lillard, je pense, cet été. C'était aussi la priorité de Chauncey Billups quand il est arrivé de re-signer Norman Powell, c'est chose faite. Et je pense que c'est très bien. Je pense que le cas Lillard n'aurait pas été le même si Norman Powell n'avait pas re-signé à Portland.
et pour le coup, à un prix que je trouve tout à fait raisonnable. Disons que on a beaucoup regardé cet été, enfin en tout cas on était chaud pour voir un peu les différences de salaire entre ce qui allait être donné à Norman Powell et à Gary Trent Jr., si on allait vraiment regretter ou pas. Finalement, ils sont tous les deux à 18 millions la saison, donc voilà, ça nous empêche aussi du coup, ça fait que du coup, moi, pour certains en tout cas, on regrette beaucoup moins le départ de Gary Trent Jr. avec la re-signature de Norman Powell, mais même si je sais qu'il y a encore des nostalgiques de Gary, et je le suis aussi, mais voilà, Norman Powell, je pense que c'est une base et c'est hyper important de continuer dans cette direction-là. Après, est-ce que le 5 petit, c'est un 5 qui va durer toute la saison? Je sais pas, mais en tout cas, c'est un joueur qui nous offre énormément de possibilités. Et c'est un joueur qui est un vétéran maintenant. C'est un des seuls joueurs qui est titré dans l'effectif. Je crois quand même que c'est le seul, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Et c'est dans la continuité. Et je pense que voilà, c'était hyper important en tout cas de signer Norman Powell. Hyper important pour mettre en confiance Damien Lillard, mais aussi pour convenir au plan de jeu énoncé là depuis ces quelques semaines par Chauncey Billups. L'entraîneur des Blazers veut un petit peu moins de tirs à 3 points pour son équipe. Et Norman Powell rentre parfaitement là-dedans. Romain, c'est un joueur qui va au cercle à merveille, qui peut aussi shooter à mi-distance comme le fait un CJ McCollum, comment dire, là, offensivement est l'un des plus versatiles, qui a la plus large palette derrière Dame et CJ. Ouais, totalement. En plus, on a vu là sur la pré-saison, il a l'air en canne. Et effectivement, il cherche toujours à accélérer le jeu, à aller attaquer, agresser. Donc ça, c'est parfait pour alterner dans notre jeu offensif. Et par rapport à ce que Billups veut, c'est parfait. Et effectivement, je suis d'accord avec Adrien. On a réussi à le signer et du coup, tout le trade avec Gary, tout ça est oublié. Enfin, disons que le risque pris a été payant, quoi. Donc, franchement, c'est bien qu'il soit avec nous et en plus, on ne sait jamais s'il y a un trade un jour, il a le profil parfait pour glisser sur d'autres postes. Non, mais c'est ça que je voulais dire. Je voulais juste dire que le risque était payant, mais je me suis un peu perdu avec des mots bizarres, mais c'est très bien résumé pour moi. Enzo, tu as quelque chose à rajouter sur Norman Powell? Non, pas plus que ça. Juste, voilà, je voulais rebondir de base sur ce qu'elle était en train de dire Romain sur le fait que en cas de trade, de changement dans le 5 majeur ou dans l'effectif, bah, lui serait sûrement une des pièces quasi sûres de rester et qui du coup s'intégrerait encore mieux. À voir, teasing. On parle de trade, on n'a même pas mentionné CJ McCollum, mais que vous arrêtez, messieurs? Je me le demande. Et la saison n'a même pas commencé et on en parle déjà. Donc bon, ça montre un peu le ton de cette saison qui va être un petit peu particulière pour les Blazers. Et ben, on peut finir juste. Je voulais rajouter un mot sur Cody Zeller parce que je trouve que c'est aussi l'une des signatures, on peut dire sous-cotées de cette intersaison parce que voilà, Cody Zeller, c'est absolument pas flashy. C'est signé au minimum en plus. Mais il a fait tout son début de carrière à Charlotte et je trouve, quand on le voyait jouer avec les Hornets, il bonifie toujours le jeu de son équipe. Et ça va. Et s'il est en santé, mais ça, le problème, c'est que ça va être une problématique récurrente pour un peu toutes les recrues des Blazers cette saison. S'il est en santé, il va vraiment, je pense, bonifier le jeu de l'équipe. Et ce sera vraiment quelque chose de différent par rapport à ce qu'on avait Kanter qui ne mettait que des points quand il rentrait. Là, derrière Nurkic, on a encore quelqu'un qui peut produire du jeu. Et c'est intéressant parce qu'on va en reparler après, mais dans la perspective où Chauncey Billups veut justement plus d'alternance, notamment dans le jeu offensif, je trouve que le fait d'avoir ramené un intérieur comme Cody Zeller qui est assez intelligent, qui a une bonne vision du jeu, qui a potentiellement un jeu de passe, et ben ça va un petit peu dans cette perspective-là de développer un jeu collectif un petit peu plus léché, on va dire. Donc voilà, messieurs, je ne sais pas si vous avez après. Voilà, on n'a pas parlé de Ben McLemore, mais qui vient là dans un rôle aussi un peu comme Tony Snell, très précis, de venir pour mettre des trois et essayer d'être décent en défense, même si ce n'est pas forcément son gros point fort. Et puis, il y a le joueur néo-drafté, Greg Brown II, qui
là, pour le coup, aura vraiment un rôle de 13e, 14e homme on ne risque pas de le voir beaucoup cette saison. Donc voilà, Ouais, je pense qu'il va. Je Vas-y, pense qu'il va, Adrien. ouais, je pense qu'il va surtout poncer de la G-League, Greg Brown. Greg Brown, the third. Ah, c'est Je The pense qu'il va. Third? Ah, Ouais, pardon. c'est le troisième. Je m'égare. Mais je pense qu'il va surtout bouffer de la G-League. Et même, comme j'ai dit, CJ Elleby, je pense qu'il aura aucune minute. Kelly Blevins encore moins. McLemore, ça va être compliqué. Et Dennis Smith Jr., ça va être compliqué aussi, en sachant qu'Anne Fernie devrait être le point guard et sera le backup point guard de Dame. Donc voilà, je pense qu'on a vraiment 11 joueurs max dans cette rotation-là. Je me précise juste, je me permets de le mentionner. Il est dans le même lot que les autres, mais bon, voilà. Il me fait un peu de peine. C'est Trendon Watford, notre Outway, qui était pris juste après Greg Brown. Ouais, voilà, c'est ça. Donc il sera dans le même peine, mais bon, ça me faisait de la peine qu'il ne soit pas mentionné, donc voilà. Ouais. Grand honneur. T'as bien fait. On voit là le chroniqueur qui écrivait la saison dernière sur les jeunes joueurs de l'équipe. Donc voilà, tu n'oublies personne, Enzo. C'est parfait. Toujours là. Avant peut-être de passer à la preview de la saison, est-ce que vous avez un mot à dire sur les joueurs qui nous ont quittés cet été? Je rappelle, Zach Collins, Carmelo Anthony, Enes Kanter, Derrick Jones Jr. Est-ce qu'il y en a... Voilà, est-ce que vous voulez ajouter un mot sur quelqu'un? Zach Collins qui a trouvé un contrat plutôt étonnant chez les Spurs. Et Carmelo Anthony qui rejoint son grand copain LeBron. Enes Kanter qui retourne aux Celtics. C'était plutôt surprenant, je pense. Et Derrick Jones Jr. qui va du coup dans une franchise qu'il a dit qu'il appréciait beaucoup. En tout cas, qu'il appréciait quand il était gamin. Est-ce que voilà, vous voulez ajouter un mot sur l'un des départs qu'on a eu cet été? Moi, sur Zach Collins, parce que ça fait un peu mal, on l'aimait bien. Malheureusement, les blessures auront un peu gâché un peu l'aventure, quoi. Mais bon, on n'oubliera pas sa contribution, notamment contre Denver en playoff. L'année où on gagne la série. Et ouais, c'est dommage parce que il y avait du potentiel, le profil était intéressant, mais ça a jamais, enfin, ça n'a pas pu se développer, quoi. Donc, on espère qu'il réussira aux Spurs, quand même. C'est le diamant qu'on n'a pas su polir comme Ouais. on l'aurait voulu. Et peut-être Adrien, est-ce que tu es déçu de ne plus pouvoir taper des 3 sur ta tête la saison prochaine? Ouais, non, mais d'un côté, oui, parce que Melo, il fait 2 ans, mais quand même, c'était 2 ans assez intenses avec Melo. Donc, notamment la bulle et tout. On a vécu quand même des moments assez cool. Mais bon, voilà, ça y est, Dame, il a tapé du poing sur la table. On veut une équipe pour gagner. Donc, je préfère aller chercher des soldats comme Larry Nance Jr. et Cody Zeller qui vont à la guerre plutôt que Melo, qui va pas je dis pas qu'il va pas à la guerre. Hein, il s'est mouillé pour le maillot de Portland. Mais voilà, c'est un vrai upset. Et même si le côté cœur a vraiment kiffé Melo sur ces 2 saisons, vraiment. Ça fait plaisir et pas de regret. Un petit tour rapide, Enes Kanter, bon vent. Zach Collins, je lui souhaite de se remettre sur pied et de montrer vraiment le potentiel qu'il a, parce que je suis encore persuadé que ce joueur a un super talent, mais à 7 millions, c'était juste hors de question. Et Derrick Jones Jr., voilà, bon courage aux Bulls. Ça va être dur de se faire une place, mais voilà. Mais pas de regret dans l'ensemble. Franchement, pas de regret sur cet été. Voilà, maintenant qu'on a parlé des nouveaux joueurs qui complètent le roster des Blazers, on va s'intéresser un peu plus précisément à la saison qui attend les hommes de Chauncey Billups, le nouvel entraîneur désormais de Portland. Voilà, une saison qui va être un peu décisive. On en a parlé un petit peu avant, notamment pour l'avenir de Dame. Et pour faire un peu cette preview de la saison 2021-2022, on a chacun pris un angle d'attaque différent sur lequel on va un petit peu débattre, argumenter. Ça peut être soit une interrogation, soit une affirmation. Carrément, on peut parler de hot take. Et on va commencer avec toi, Enzo. Quelle est ton interrogation pour cette saison 2021-2022 des Blazers? Alors moi, ma principale interrogation, c'était un avis général, mais c'est surtout comment Chauncey Billups va faire pour diriger l'équipe à sa vision et essayer de la changer du modèle Stotts qu'on a connu depuis quasiment 10 ans. Donc, ce que j'entends par là, c'est quand il est arrivé, quand il a été signé par Neil Olshey au milieu de tout ce marasme, il a rassuré d'abord les fans en disant que il avait pour projet, en tout cas pour but. C'était naturel chez lui comme ancien joueur des Pistons, ancienne franchise
titré qui est réputé pour sa défense. Il est arrivé en disant qu'il voulait instaurer une véritable identité défensive, donner de nouveaux systèmes, essayer de passer par même en attaque, essayer de jouer un peu plus à l'ancienne, j'imagine. Donc en évitant le 3 points à outrance, qui avait été le mot d'ordre sous Stotts. Donc essayer de passer un peu plus par les pivots aussi. Il comptait beaucoup sur Nurkic. On va voir si ça va être payant. Mais il comptait beaucoup sur Nurkic pour passer un cap, pour essayer d'être beaucoup plus présent, surtout offensivement. Donc on verra ce que ça donne. Ma principale interrogation, en fait, c'est le cap défensif. Je pense qu'on va le passer. Stotts, à mon avis, Terry Stotts ne l'abordait pas tellement. En fait, il passait à tort ou à raison, mais il passait surtout par le fait de se dire marquer plus que l'adversaire et défendre comme on peut avec les identités défensives qu'on a, mais uniquement en identité individuelle. Et là, Billups avait instauré une identité collective défensive. Donc on a pour info qu'il a changé la manière de défendre sur pick and roll. Donc en ayant apparemment, si je dis pas de bêtises, le pivot qui drop pour essayer de couvrir un peu plus le cercle, pour éviter de laisser un boulevard au porteur de balle, plutôt que juste de switch. Donc non, pardon, c'est pile l'inverse, justement. C'est l'ancienne méthode, et justement Billups essaie de changer ça. Donc ouais, moi c'est surtout cette interrogation, et surtout le fait est-ce que en se focalisant sur tous ces problèmes en même temps, Billups risque pas de perdre nos joueurs, à l'image de cette pré-saison où Nurk a été semblé complètement perdu, que ce soit en attaque ou en défense. Il paraissait complètement à l'ouest, alors qu'il est censé être une pierre angulaire de notre rotation. Donc ouais, j'ai peur de trop y perdre en voulant tout régler tout de suite et maintenant. Qu'est-ce que vous pensez, Adrien et Romain, notamment de cette volonté d'être plus agressif, au-delà d'avoir une meilleure défense? Bien sûr, on veut toujours une meilleure défense, il ne pouvait pas dire autre chose, mais d'avoir un type de défense plus agressif. On a parlé, on a notamment des profils un petit peu plus polyvalents sur les postes, notamment ailier fort pivot, qui peut aller dans ce sens. C'est notamment, il veut plus. J'aimais bien cette Chauncey Billups dans une interview avec The Oregonian parler qu'il voulait moins entre guillemets de défenseurs qui soient des tours immobiles. Il voulait notamment plus d'aide, un peu comme le faisait Robert Covington la saison dernière, sauf qu'il était un petit peu seul pour faire tout ce boulot. Qu'est-ce que vous en pensez de cette volonté d'avoir en tout cas plus d'agressivité dans la propre moitié de terrain des Blazers? Peut-être Adrien pour commencer, puis Romain, tu pourras compléter. Je pense que c'est en fait, ça va avec son arrivée, ça va avec tout. Enfin, je pense que c'était le sujet principal de cette intersaison. Je pense que c'est ce pourquoi il a été en partie pourquoi il a été sélectionné par Neil Olshey. Neil Olshey a soulevé vraiment les gros problèmes qu'il y avait dans notre effectif la saison dernière, qui était notamment la défense. Donc Billups est arrivé dans ce sens, les arrivées qui ont été faites vont également dans ce sens. Il a récupéré dans le coaching staff des Clippers comme coach adjoint Roy Rogers, qui était aussi spécialisé défense. Donc voilà, il a envie de s'accentuer là-dessus et de faire que ces gentils garçons deviennent pas des mauvais garçons, mais deviennent des moins bons garçons, et forcément voilà, forcément ça va passer par la défense. Et pour ça, il a une philosophie de jeu qui va être de faire tourner davantage la balle pour que tout le monde se sente concerné, que tout le monde après fasse ses efforts défensifs. Mais faut que ça commence aussi par les leaders, faut que ça commence par Dame, faut que ça commence par CJ. Et voilà, mais en tout cas, moi on va voir aussi. Il veut donner beaucoup de responsabilités à Nurkic, on va voir en tout cas. De toute façon, dans l'ensemble, moi je suis plutôt très, 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 très confiant, même malgré la pré-saison qui a été décevante, on peut le dire, 0-4. Moi je fais confiance à Billups. Après, Billups, c'est son premier. Enfin, moi, j'ai tweeté que voilà, il n'allait pas avoir beaucoup de temps pour se mettre en route. Si on commence la saison sur les 20 premiers matchs, comme l'avait d'ailleurs très bien souligné Bastien sur la preview avec Trash Talk, c'est sur les 20 premiers matchs, on est en 8-12.
Voilà, c'est très important de faire un très bon début de saison, mais il ne faut pas oublier que c'est son tout premier poste de head coach de sa vie. Ça veut dire que même à une échelle universitaire ou etc., vraiment son premier poste, c'est important. Après, il y en a d'autres qui ont très bien réussi par le passé, et c'est aussi ça qui nous a poussé à faire venir Billups. Mais moi, sur le sujet Billups, franchement, je le fais confiance à ce niveau-là. Est-ce que tu penses qu'il va pouvoir… Alors, je parlais notamment, Romain, de la polyvalence sur les postes ailiers, il est fort. Mais est-ce qu'il va pouvoir être aussi agressif quand on sait que sur le backcourt, il y a Dame, il y a CJ, et sur le banc, c'est Anthony Simons, c'est Ben McLemore. Est-ce que c'est réalisable? En tout cas, est-ce que quand on voit le roster de Portland, on se dit, ah oui, il y a une possibilité d'avoir un semblant de défense et qu'en plus, celle-ci soit agressive? Pour moi, je dirais plutôt non, en fait. Je dirais plutôt non. Parce que en soi, l'idée, moi aussi, j'aime bien être plus agressif, plus switché, etc. Ça fait envie. Le problème, c'est que bah, on revient à la complémentarité du duo Lillard-McCollum dans un premier temps. Et comme tu le disais, sur le banc, McLemore, Ant, enfin, sont pas des spécialistes et c'est pas même forcément dans leur capacité, quoi. Donc c'est pour ça Après, que Ben McLemore, je sais même pas s'il va jouer ouais, 20 minutes cette saison, quoi. Si tu veux, la seconde unit, c'est plus Anthony Simons, Nasir Little, Larry Nance Jr. et Cody Zeller, tu vois. Et défensivement, c'est quand même ouais, assez mais du costaud. coup, sur les postes extérieurs, ça reste quand même assez Ouais, limité. ah oui. Et, et ce qui m'ennuie, moi, c'est que il manque quand même un profil, et depuis longtemps, hein, mais il manque quand même un stopper, un mec sur le ballon qui empêche le ballon d'avancer sur les postes de guard, quoi, vraiment. Euh, du coup, je suis un peu partagé sur cette agressivité euh, en défense. Je pense que de toute façon, il faut essayer quelque chose. Tu as fait 27e et 29e défense de la ligue. Ça peut, ça peut pas être pire. Ça peut pas être pire. Donc, de toute façon, il y aura une progression, je pense. Maintenant, jusqu'où ça ira, ben, je pense que c'est vraiment, c'est là où on va toucher des limites assez rapidement. Je te laisse la parole, Romain, parce que toi aussi, tu voulais parler de la défense, mais notamment à propos d'un joueur qui peut un petit peu façonner le visage de cette défense. Ouais, tout à fait, c'est Nurk. Euh, et en fait, je voulais venir à lui parce que je trouve que on va lui demander énormément cette année. C'est-à-dire qu'en défense, il va devoir monter sur les porteurs de balle adverses. On a vu sur le dernier match où des fois il se retrouvait en 1 contre 1 contre Curry. Donc ça va pas arriver tout le temps et ça sera pas toujours Curry. Donc voilà, on arrivera peut-être à gérer. Mais je trouve qu'on lui demande à la fois du coup de monter, d'être aussi protecteur de cercle parce que on n'a pas beaucoup de grands joueurs quoi dans notre effectif. Et en même temps, ça rejoint un peu ce que disait Enzo, c'est qu'il y a beaucoup de chantiers, c'est qu'on lui demande aussi de faire beaucoup en attaque. Et en fait, j'ai peur parce que on sait quand même que Nurk ne gère pas forcément hyper bien ses émotions. Et là, on lui demande énormément, donc j'ai peur qu'au niveau de sa lucidité, on est très vite un Nurk qui perde un peu en fait en concentration, etc. Alors pour l'instant, ce sont que des matchs de pré-saison et il n'y avait pas de rotation derrière lui. Cody Zeller n'était pas là, Nance n'était pas là. Du coup, on pouvait pas vraiment le reposer correctement. Mais il a commencé déjà à faire des fautes un peu idiotes, des fautes offensives, des trucs qui le sortent de son match en fait. Et je me demande si c'est parce qu'il est déjà en fait surutilisé à la fois en attaque et en défense. D'autant que Chauncey Billups, voilà, durant toute cette pré-saison, a mis l'accent sur Nurkic, pardon, en disant qu'il comptait beaucoup sur lui. D'ailleurs, Nurkic a répondu en disant que ça lui faisait, entre guillemets, plaisir d'être mis en avance, qui pensait qu'il n'était pas, justement, il n'était pas assez mis en avant avec Terry Stotts. Donc voilà, c'est des grosses responsabilités qui sont confiées à Nourk. D'autant qu'il avait eu un début de saison délicat la saison dernière pour plusieurs raisons. Il revenait de sa blessure, ça faisait quand même moins de 6 mois qu'il en revenait. Il était revenu en surpoids, on peut le dire. Donc voilà, c'est vraiment
Adrien et Enzo, Nurkic, ça va, en dehors de Lillard et McCollum, ça va être le baromètre des Blazers. Si Nurkic est bon, notamment en défense, bah, il peut changer le visage de cette équipe. Ouais, clairement, même peut-être même au-dessus de McCollum. On sait qu'il y a 2 ans, c'était pour moi le deuxième joueur le plus important après Dame. Et Billups a envie que ça redevienne ce joueur-là. Comme tu l'as souligné aussi, Lilian, il y a un truc qu'il faut surtout pas sous-estimer, c'est vraiment le côté, le côté perso. On sait qu'il a eu des très très longues blessures. Ensuite, il est revenu. Ensuite, il a eu le décès de sa grand-mère. Il y a eu pas mal de petites choses comme ça, des problèmes familiaux. Je crois qu'il avait raté une partie du training camp la saison dernière aussi, où il était resté en Bosnie quelques temps. Et voilà, il y a eu vraiment toute cette phase. Il l'a dit en interview, il avait presque, voilà, plus trop le goût pour la NBA. Et vraiment, Chauncey Billups lui a redonné envie après. Maintenant la réalité, c'est le terrain. Euh, je- Moi, je trouve que ça ne peut être qu'une bonne chose qu'on lui offre ces responsabilités-là. Après, comme l'a dit Romain, et même si ça reste de la pré-saison, il a un problème de faute qui va absolument falloir qu'il règle. Ça nous a coûté très très cher en playoff l'année dernière contre les Nuggets. Ça nous coûte toujours très cher, mais là pour le coup, on a un vrai backup qui peut nous permettre de contenir les attaques adverses sur le poste de pivot, parce que l'année dernière, quand il se retrouvait avec un problème de faute, on avait Kanter et on se faisait automatiquement ouvrir, ce qui nous pénalisait énormément. Là, si on a Yusuf Nurkic avec un problème de faute, bah, on a Cody Zeller derrière. Donc, si tu veux, voilà, on peut beaucoup plus facilement masquer l'absence de Nour, et on est sur un joueur avec de l'expérience, qui est un bon défenseur, et avec toutes ces choses-là. Donc, on va moins facilement prendre de vagues, comme ça avait pu être le cas avec Enes Kanter. Donc, moi, je suis plutôt optimiste à ce niveau-là. Mais voilà, va falloir que. Pour moi, c'est le deuxième joueur le plus important, en fait, clairement, de toute la saison. CJ, il va falloir qu'il fasse ses matchs, c'est clair, mais le rôle qu'aura Nurkic dans cette équipe-là, pour moi, c'est le deuxième plus important de l'équipe. Moi, j'avais choisi un thème un petit peu plus, comment dire, moins aspect global, plus sur vraiment des choix de joueurs. On sait que qu'en NBA, voilà, les coachs n'ont pas un rôle enfin, si, ils ont un rôle fondamental sur le jeu de l'équipe, mais c'est surtout leur principale décision, c'est de mettre les joueurs sur le terrain et de déterminer leur temps de jeu. Et moi, je voulais vous proposer quelque chose qui n'arrivera certainement pas, en tout cas pas au début. Mais on sait que le 5 majeur de Portland, c'est Lillard, McCollum, Powell, Covington, Nurkic. Ça ne va pas changer cette année. Et moi, justement, pour peut-être avoir une meilleure homogénéité défensive et peut-être également aussi élever le niveau de la seconde unit, moi, je proposerais de faire sortir Norman Powell du banc. Alors, c'est quelque chose dont on a déjà parlé un petit peu quand Powell est justement arrivé à la deadline la saison dernière. Et il n'y aurait pas forcément de raison d'en le sortir si on regarde les stats. Le 5 majeur de Portland avec Powell, c'était l'un des meilleurs sur la fin de saison dernière. Au net rating, je crois que c'était un des tout meilleurs de la ligue. Le numéro 1, je crois. Le numéro 1. Alors voilà, peut-être le numéro 1. Je me dis que aussi, je vois Powell sur poste 3 et je trouve qu'il est un petit peu undersized par rapport aux meilleurs 3 de la ligue. Pareil pour Covington quand il joue sur le poste 4. Je trouve un peu undersized par rapport au meilleur poste 4 de la ligue. Et je me dis de mettre Powell sur le banc, de faire glisser Covington en 3, ou alors de rajouter Snell en 3 et de garder Covington en 4, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, de peut-être mettre les joueurs à leur poste et de mettre une menace comme Powell avec les remplaçants. Je me dis que ça pourrait être peut-être une option, à la fois pour garder une attaque décente, même quand Lillard et McCollum ne sont pas sur le terrain, et peut-être pour mieux répartir les forces défensivement. Alors, je ne sais pas qui veut réagir là-dessus. C'est probablement quelque chose qu'on ne verra pas cette saison, mais je me suis dit que ce serait peut-être une piste à suivre. On sait que peut-être Billups a dit qu'il serait un peu moins, en tout cas qu'il tenterait plus de choses. Est-ce que vous pensez que c'est une hypothèse plausible que Billups pourrait essayer cette année? Non, mais en vrai, je suis d'accord avec toi à 100% sur la taille en tout cas du 5 majeur, mais même un peu du roster. On est sous-taillé et on vient de sortir des matchs de Phoenix et de Golden State. C'est que la pré-saison, mais on se fait déjà tuer au rebond. Et il y a un décalage de toute façon dans la line-up.
Et ça part encore une fois, pour moi, de CJ et Dame, quoi. Et du coup, en fait, enfin, le vrai poste de Powell, c'est numéro 2. C'est un 2. Et du coup, moi, je te suis dans le raisonnement. Je sais que ça se fera pas, mais globalement, je te suis dans le raisonnement. Enzo, Moi, ça fait un moment qu'on t'a pas entendu, peut-être. Ouais, justement, moi je m'attendais justement, on en parlait beaucoup en off et ça a été un gros sujet abordé pendant la période sous Stotts, surtout sa dernière année. C'est sa line-up à 3 gardes qui était très décriée et a raison en vérité. Même si on avait un super net rating et qu'on était une top offensive team, c'était très galère en défense et même c'était pas forcément viable. Euh, donc moi je me dis, si, quitte à ce que Billups tente des choses, pourquoi pas justement au début, enfin en tout cas au début, pendant la première année. Je pense que ce serait un des moments où il peut le faire. Après on parle de le mettre dans le 5, enfin de le sortir du 5. Euh, je pense que pour des questions entre guillemets d'ego ou même de salaire, de chiffres qui parlent, euh, les 5 joueurs qui seront là à la première seconde, ce seront ceux qu'on a cités. Mais voilà, c'est le tout c'est de trouver des combos. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de trouver, enfin, c'était que CJ McCollum joue avec les joueurs du banc. Et je le trouvais très bon avec le banc. Il jouerait en plus face à des joueurs qui sont un poil plus faibles, qui ne seraient pas des titulaires NBA. Et du coup, il aurait beaucoup plus d'espace, il serait beaucoup plus libre de jouer, de faire jouer les autres aussi. On résolverait en partie ce souci de créateur sur le banc. On a beaucoup décrié Ent ces dernières saisons là-dessus. Moi, je trouve que justement, ce serait une contrepartie intéressante. Et moi, j'ai le sentiment que ça pourrait arriver, que Billups m'a pas l'air trouillard là-dessus. Il pourrait tenter le projet. Adrien? moi, honnêtement, j'y crois pas du tout. Non seulement j'y crois pas du tout, mais surtout, je pense que ça serait une erreur de sortir Norman Powell du 5. Moi, je pense que à la limite, s'il faudrait sortir quelqu'un du 5, ça serait CJ. Évidemment, c'est encore moins possible que de sortir Norman. Mais pour une question de complémentarité, sortir Norman Powell du banc, je trouve que c'est la mauvaise chose à faire. Pour moi, Norm, là où il est le meilleur, c'est quand il y a Dame sur le terrain. Si tu le sors et tu le mets les clés de la second unit entre les mains, pour moi, c'est pas du tout la chose à faire. Même si je pense qu'avec N, ça peut bien fitter. Comme l'a dit Enzo, il a signé un gros contrat, on lui fait confiance. Et pour moi, c'est pas juste une question d'ego, c'est juste que pour moi, le 5 majeur, c'est... Après, ça n'empêche pas que au bout de 6 minutes, si on s'aperçoit qu'on est face à un match-up avec des grands et qu'effectivement on est sous-taillé par rapport à l'équipe adverse et qu'on subit beaucoup trop, bah on peut faire un changement. On peut sortir Norman Powell et faire entrer Larry Nance. On peut sortir CJ McCollum, faire entrer Larry Nance ou faire entrer Tony Snell ou que sais-je, histoire de rajouter de la taille. Mais en tout cas, partir avec ce 5 majeur-là, avec Dame Lillard, CJ McCollum, Norman Powell, Covington et Jusuf Nurkic, ça ne me pose aucun problème. Mais parce que justement, on a les joueurs pour s'adapter en fonction du match-up. Mais moi, franchement, je fais confiance à Norman Powell. Je trouve que c'est aussi important d'avoir cette vraie troisième arme offensive qu'on n'a jamais eue et qu'on n'a pas si on sort Norman Powell du 5 majeur. Évidemment, il faudra défendre, etc. Mais le but, ça reste aussi de mettre plus de points que l'adversaire. Donc, moi, j'ai aucun problème avec le fait de sortir Norman Powell du 5. Et s'il faut sortir quelqu'un, pour moi, c'est plus CJ que Norm, parce que pour le coup, je préfère plus donner les clés du camion de la second unit, comme l'a dit Enzo, à CJ qu'à Norman Powell. Donc voilà. Je proférais aussi cette hypothèse parce que il y a des moments dans la fin de saison dernière où la rotation, voilà, c'était CJ sortait, Lillard reste tout le premier quart-temps. T'as CJ et Powell qui sortent. Et en fait, il faut, je pense, profiter d'avoir ces 3 joueurs de très haut niveau sur les guards pour toujours en avoir au moins 2 sur le parquet. Toujours. Ne pas avoir, même rien que 2 minutes, ne pas avoir Lillard tout seul sur le parquet 2 minutes, même si on sait qu'il va faire des choses extraordinaires. C'est aussi cette mentalité, on en parlait beaucoup dans des équipes avec Russell Westbrook, Kevin Durant, où on parlait toujours d'avoir toujours 2 joueurs, au moins un des 2 sur le parquet. Ben là, c'est pareil. Moi, je veux toujours 2 de ces 3-là sur le parquet tout le temps pour que si ma défense, voilà, elle est au moins dans la moyenne, que j'ai au moins toujours une attaque top 5 NBA.
Je suis d'accord avec toi, mais moi, je suis vraiment pas fan de l'association CJ Norman Powell. En tout cas, l'année dernière, vraiment, quand ils étaient tous les deux ensemble sur le terrain, pour moi, ça matchait pas du tout. Parce que tu donnes les clés à CJ et en fait, tu brides Norman Powell totalement. Et Norman Powell brille, pour moi, 100 fois plus quand il est avec Dame sur le terrain. Après, tu peux pas toujours avoir les deux en même temps sur le terrain. Mais pour moi, si tu veux, dans mon idée, la rotation, ça serait qu'au bout de 6-7 minutes, tu sortes plus tôt CJ McCollum que tu ne le faisais sur les dernières années. Et que du coup, tu fasses presque tout le carton avec Dame et Norman. Et ensuite, tu mets CJ CJ, on va dire, admettons, bon là, je théorise et j'idéalise, mais CJ sort à 5 minutes du début du deuxième quart-temps, les deux rentrent, et après CJ re-rentre et ça finit, en fait, ça démarre les quart-temps, ça démarre la mi-temps avec ce 5-là et ça le finit avec ce 5-là, mais on a une grosse part avec Dame Powell, et à la limite, tu files un peu les clés à CJ avec Ant, Little et compagnie, mais en fait, j'ai un vrai problème avec l'association McCollum-Norman Powell. Je sais pas vous, mais moi, l'année dernière, quand je les voyais tous les deux ensemble, ça me rendait fou, quoi. Mais Je en suis vrai, d'accord, il se marche un peu sur les pieds. mais je suis d'accord sur ça en fait. C'est plus le fait que quand il y a Dame et CJ déjà sur le parquet et qu'il y a Norman, bah, des fois je me dis notamment sur les premières minutes d'un match comme ça, je me dis tu mets alors là je grossis volontairement le trait, hein, mais tu mets Tony Snell à la place de Norman Powell, il fait la même chose. Quand il y a Dame et CJ sur le parquet. Exactement ça, exactement ça. Et donc La je me présence dis de bride Norman, en fait. oui, c'est ça. Donc je me dis, bah, quitte à avoir un mec qui met juste des trois dans le corner, autant avoir Tony Snell, quoi. Donc c'est pour ça que je me disais, peut-être que si tu sors Norman du banc, tu as plus la possibilité de l'utiliser sur ses qualités individuelles de slasher, de joueur qui peut faire un petit peu jouer les autres. Donc voilà, c'était une idée, ça arrivera peut-être ou pas, on verra, J'entends. peut-être qu'on en reparlera. Eh ben on va terminer avec toi, Adrien. Quel est ton interrogation de la saison ou peut-être une hot take? On sait que tu as souvent des avis très fermes, donc vas-y, dis-nous tout. Non, moi je voulais simplement qu'on parle de Anthony Simons qui, pour le coup, va Oh, c'est logiquement étonnant. un peu trop, mais j'en parle un peu trop, mais non, là pour le coup, on l'a vu sur la pré-saison, même si bon voilà, c'est un indicateur un peu pas toujours hyper fiable, mais là pour le coup, ça a été clair. Ça va être le vrai true backup point guard de Dame Lillard. Ça veut dire qu'on va vraiment l'utiliser en tant que point guard. Ça va plus être le combo que Terry Stotts bridait en tant que sniper, comme ça a été le cas toute la saison dernière et même depuis qu'il est arrivé quand il met les pieds. Là, vraiment, pour moi, on lui file les clés de la second unit. Enfin, pas totalement parce que, comme tu as dit, il aura toujours un des trois avec lui. Mais on a la volonté de l'utiliser. Chauncey Billups a la volonté de l'utiliser en vrai point guard. En tout cas, les flashs qu'on a vus, je trouve, contre les Kings m'ont beaucoup plu d'Anthony Simons, à voir ce que ça donne. Mais voilà, ça reste une vraie interrogation parce que pour le coup, on a rarement eu de vrais backup point guard derrière Dame. On a eu Van Turner en 2019 sur quelques flashs, mais là, on a Anthony, on lui file vraiment les clés, on lui dit, OK, vraiment, là, c'est toi le backup, c'est toi le vrai meneur derrière. Et je pense que c'est. Enfin voilà, je voulais juste avoir votre avis sur ça et en parallèle sur la breakout season de Nassir Little à venir parce qu'on n'en a pas du tout parlé. Mais du coup, on a parlé des arrivées, mais on n'a pas aussi mentionné les joueurs qui ne jouaient pas sous Terry Stotts et qui vont avoir un vrai rôle pour le coup avec Chauncey Billups en la personne de Nassir Little et qui pour moi c'était important de le mentionner aussi dans ce podcast là. Donc voilà, c'est juste pour avoir vos retours sur point guard Anthony et sur le breakout de Nassir Little. Commençons peut-être par Anthony. Enzo, tu crois vraiment à ce qu'il soit vraiment intronisé pour mener l'équipe? Parce que c'est ce que disait aussi Terry Stotts la saison dernière. Au final, dans les faits, ça ne s'est pas du tout produit parce qu'on ne lui donnait pas. Voilà, et comme l'a dit très bien Adrien, il était là en sniper. Mais est-ce que là, tu y crois, le fait que peut-être McCollum, il va être sur il va être sur le terrain, mais il va regarder Simons mener le ballon? Alors, cette image, non, pas tout à fait. Je pense justement ils seront complémentaires. Je le vois beaucoup plus, oui, en effet, driver l'attaque, essayer de jouer le rôle de gestionnaire à la place de Lillard avec CJ sur le côté, mais qu'il se passe un peu la balle, parce que CJ aura besoin. Il est normal que CJ la gonfle un peu si Dane n'est pas là. Mais oui, moi je vois vraiment, j'y crois. On décrit souvent sa qualité de passe, sa vision de jeu, etc. Et le fait qu'il est juste beaucoup plus efficace en sniper. C'est vrai, mais j'ai l'impression que c'est surtout, comme l'a dit Adrien, sur le fait que il jouait sous Stotts et Stotts ne laissait que très peu de place aux jeunes. Ça s'est prouvé tout au long de
de sa carrière chez nous, à part pour Dame et CJ. Mais voilà, il leur laisse très peu de place. On sait qu'en plus, Ant est proche de Dame. Dame lui fait confiance. J'y crois. Il s'est amélioré l'année dernière. Il a pris du galon. Il a pris en confiance en devenant l'un des meilleurs tireurs à 3 points de la NBA. Autant lui donner un peu plus de clés maintenant. La dernière fois que ça n'a pas marché, on lui a donné trop de responsabilités parce qu'on a tout basé sur un match où il a explosé, certes, mais ça ne restait qu'un match. Là, il est plus mature, il est plus le petit genou qui fait des dunks qui est arrivé. Donc non, j'y crois. Romain, ça va être sa 4e saison, hein, Simons. Moi, j'avoue que j'ai perdu un petit peu d'espoir dans le fait qu'il puisse driver une équipe. Est-ce que toi, tu le vois rien que faire. Pour moi, ça serait déjà un énorme gars qu'il arrive à mener 4-5 pick and roll dans un match. Est-ce que tu penses qu'il en est capable? Je suis comme toi parce que pour moi, Anthony, c'est un pur 2. Et en plus, il est devenu, enfin, franchement, dans les stats, il était excellent dans son rôle l'année dernière, comme tireur d'élite. Et en fait, je trouve que c'est encore une fois le rusher, lui mettre énormément de pression. Alors que j'aurais aimé qu'il se développe simplement au scoring en allant un peu plus au cercle, en alternant entre le tir et le cercle, parce que il en est capable, c'est plus à sa portée. Et je trouve qu'encore une fois, on vient lui remettre de la pression sur la gestion, sur la main, alors que c'est pas son truc, ou en tout cas ça l'est pas encore. Et au lieu d'y aller petit à petit, d'y aller tranquille, on vient lui mettre de la pression, etc. Alors que franchement, si déjà il était le même joueur que l'année dernière, mais qui en plus arrive à scorer un peu plus facilement, à aller au cercle, etc., ça devient en fait un peu, comment dire, un peu notre pétard ambulant sur le banc. Et c'est déjà un rôle hyper important en NBA. C'est pas lui faire une insulte que d'avoir ce rôle un peu comment dire, de micro-ondes en sortie de banc, quoi. Donc non, je trouve que j'ai du mal avec ce choix-là. Après avoir, peut-être il va nous faire mentir. C'est vrai que sa prestation contre Sacramento était plutôt encourageante, mais moi j'aurais préféré qu'on le renforce en fait dans ce qu'il faisait très bien l'année dernière. Bah, moi, pour le coup, pour rebondir sur ça, mais en fait, j'ai la vision, j'ai l'exact opposé. Après, tu peux voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Toi, tu vois une espèce de pression qu'on lui met sur ses épaules. Moi, je vois juste un gars qui va entamer sa 4e saison NBA, à qui on offre des responsabilités parce qu'il le mérite et parce qu'il a montré que tout simplement, il était capable d'assurer à ce poste-là. On a vu des flashs contre Sacramento qui, moi, me donnent beaucoup d'espoir concernant ce poste qu'il occupe. Tu dis qu'il doit effectivement aller plus vers le cercle et shooter extérieur, il peut le faire aussi tout en ayant la balle et en menant le jeu, ça c'est pas un problème. Dame le fait, je l'ai vu beaucoup plus aller au cercle, notamment en pré-saison. Quasiment tous les 90% de ses points contre Sacramento, c'est sur le drive. Moi, je pense qu'il va étonner beaucoup de monde. Contre Sacramento, il fait qu'une seule passe décisive, tu vois. Et c'est sur le match d'avant, en fait, qu'il fait les 6 passes, 0 balles perdues. C'est le premier Ouais. match contre Golden State. Mais il y avait sur ce match-là, il y avait quelqu'un pour l'accompagner. Contre Sacramento, il y avait personne. Mais Donc même, c'était sur lui que reposait la création. Et on voit que c'est compliqué. moi, je suis pas d'accord, hein. Moi, parce que contre Sacramento, je crois qu'il a pas de passe décisive, mais dans la création, je le trouve très intéressant. Après, il y a beaucoup de lacunes. Forcément, quand tu te retrouves avec LG Blevins dans le corner, c'est difficile d'avoir des passes Ouais. décisives. Mais moi, personnellement, franchement, contre Sacramento, j'ai été très agréablement étonné par Anthony sur ce poste-là. Après, on verra. Mais moi, je vois plutôt le verre à moitié plein que. Je vois plus vraiment comme un mec qui mérite qu'on le responsabilise plutôt qu'une espèce de pression qu'on lui met sur ses épaules, tu vois. Je le vois plus comme ça. Après, on verra. J'espère qu'il vous fera mentir, hein. À noter que cette année, on a souvent, c'était surtout la saison dernière, on en parlait énormément que la Blazers Nation, notamment, voulait un backup meneur. Il y en aura peut-être un si on parlait beaucoup de Dennis Smith Jr. qui a notamment pas mal joué en pré-saison, qui a un contrat non garanti au moment où on enregistre, qui est pressenti pour prendre la place de 14e homme. Ça pourrait à la fois permettre aussi d'installer une petite concurrence saine, parce que c'est vrai que Simons, il n'avait pas forcément de pression, parce qu'il n'y avait personne derrière lui pour potentiellement prendre sa place. Et en même temps, ça peut donner une solution supplémentaire à Chauncey Billups parce que Dennis Smith Jr. remplit des cases que les guards de l'équipe ne font pas, à savoir attaquer le cercle, être un peu plus
avoir un body un petit peu à mettre en défense. Donc voilà, pourquoi pas. Et on peut finir, messieurs, t'en parlais, Adrien, de Nasir Little. Et justement, je ne sais même pas pourquoi je ne l'ai pas mentionné. Quand je parlais de, par exemple, mettre Norman Powell sur le banc, ce serait peut-être pour responsabilité à Nasir Little. Shame on me qui est parlé de Tony Snell plutôt que mettre Nasir Little dans 5. Excusez-moi, j'irai me flageller après. Mais justement, on peut en parler de Nasir Little parce que personnellement, j'ai peut-être plus d'aspiration. On sent que la courbe de progression est vraiment linéaire. Ça va être sa 3e saison. Et on sent que ça peut-être être, tu vas pouvoir enchaîner, Enzo. Ça peut-être être l'année de l'explosion pour Nasir Little. C'est le moment ou jamais, en fait. C'est le moment ou jamais, mais c'est lui qui le provoque, en fait. C'est-à-dire que sous Stotts, visiblement, il n'avait pas tellement de possibilités. En plus, il a été beaucoup freiné. Il a eu un gros Covid. Il a été très touché, etc. Finalement, il a eu peu de minutes. Il est arrivé en retard. Du coup, va te créer des minutes avec ça. Donc non, en vérité, c'est le moment ou jamais. En plus, d'après tout le monde, d'après tous les rapports, etc., Jason Quick ou même les joueurs, tout le monde parle de Nasir Little qui est surprenant, mais plus que ça, j'ai même pas les mots. Donc on attend juste de voir. Après, bon, ça reste encore une fois la pré-saison. Pour l'instant, il a soit très peu joué, soit un peu déjoué pour le coup. Mais non, moi je lui fais entièrement confiance et justement je suis très excité parce que toi tu parlais de te flageller, mais en fait tout le monde hors Blazers l'a oublié parce qu'il sort d'une grosse cuvée. On parlait d'un style, au final il n'a pas joué, il a pas beaucoup joué pendant 2 saisons. C'est le moment ou jamais. Il va surprendre du monde, j'en suis certain. Et il y en a beaucoup qui l'attendent comme un potentiel MIP sorti nulle part. Romain, Adrien, je ne sais pas si quelqu'un veut renchérir sur Nasir Little. Franchement, j'espère tellement qu'il explose, quoi, parce que c'est tellement ce dont on a besoin, que ce soit au niveau du poste, du profil physique, etc. Il peut venir combler tellement de petits manques à droite, à gauche. Donc, franchement, j'espère que ça, il prenne toute sa place cette année. Pour le coup, on va lui faire confiance de toute façon parce que c'est pour moi la première rotation en gros sur le poste 3, quoi, on va dire. Nen, c'est peut-être un peu plus à l'intérieur et je pense qu'il est devant. Pour l'instant, il est largement devant Snell de toute façon. Donc, let's go. Franchement, j'y crois fort. C'est peut-être le joueur derrière Nurkic qui peut faire qui peut faire franchir un cap à Portland, entre guillemets. Si Nasir Little explose, ça peut complètement changer le visage de l'équipe, Adrien. Ouais, totalement. Je suis hyper emballé. Je pense que ça s'est vu sur ces dernières semaines. Comme Romain, je pense que vraiment c'est le joueur qui peut nous faire changer notre visage. Je l'ai pas mentionné, mais quand on parlait de l'éventualité de sortir Norman Powell ou CJ McCollum du 5, celui qui rentre tout de suite, ça peut aussi être Nasir Little plutôt que Larry Nance Jr. En tout cas, ça laisse encore une fois beaucoup de possibilités. C'est le joueur qu'on n'attend pas, en tout cas hors Blazers Nation, et c'est un joueur qui, comme l'a dit Enzo, pourrait peut-être toquer à la porte du MVP si jamais. En sortant du banc, ça risque d'être compliqué, mais en tout cas, MVP, voilà. Carrément. Non, j'ai dit MVP, pardon. Je me suis un peu trop emballé sur le cas, mais oui, toutes les impressions sur le training camp sont excellentes. C'est un joueur qui a montré énormément de flash, comme tu l'as dit, Lilian, l'année dernière sur un dernier podcast. Il avait changé totalement sa mécanique de tir. Il s'était entraîné pendant des mois. Il avait des problèmes aussi pendant la bulle où il n'était pas là. Pour cause de déshydratation, je crois. Enfin, c'est pas bien ce qui s'est passé. Comme l'a dit Enzo, il a eu un Covid très compliqué, mais voilà, c'est un joueur qui a énormément progressé, même si Stotts ne l'a pas du tout fait jouer cette année. Je me souviens d'un match quand même contre les Bucks où on n'avait pas les titulaires, il met 32 points et c'était notre go-to guy. Ça veut dire le mec, il est capable de dribbler, il est capable de shooter, il est capable de défendre dur. C'est un hyper athlète. Voilà, comme l'a dit Romain, c'est le joueur dont on a cruellement besoin en fait. Pour expliquer peut-être un peu aux gens qui l'ont peut-être pas trop vu, Nasir Little, pour qu'on ait aussi haut sur lui, c'est que, vous allez me dire si vous êtes d'accord, c'est qu'à les rares moments où on l'a vu, c'était souvent un petit peu des mini-séries, et puis il avait quelque chose qui le bloquait, soit une petite blessure, soit un choix de coach. Mais en fait, à chaque fois qu'on le revoyait sur le parquet, on se disait, il a ajouté quelque chose à son jeu.
la première fois qu'on l'a vu, c'était surtout sa dimension physique qui intéressait. Quand on l'avait revu une nouvelle fois, on a dit ouais, il a changé sa mécanique de tir, maintenant ça commence à rentrer. Une autre fois, je me rappelle que j'avais vu, je trouvais qu'il était bien meilleur dans ses placements sur le terrain. Donc à chaque fois, on a vu quelque chose de plus. Et je me dis que si on lui donne 15-20 minutes tous les soirs, je me dis que déjà ça peut faire la différence dans sa progression personnelle, mais aussi dans celle de l'équipe. Et juste avant qu'on mette un terme à cette preview de la saison 2021-2022 des Blazers, je voulais juste qu'on mentionne, parce je pensais qu'on allait le faire, mais on l'a pas forcément fait, et je trouvais intéressant d'en parler. Chauncey Billups, on a parlé qu'il voulait un peu fluidifier l'attaque, faire que son équipe ait des shoots plus faciles. Tu m'étonnes, ça aurait été surprenant qu'il dise autre chose, mais surtout, c'est ce qui en découle de ces shoots plus faciles, c'est notamment pour décharger un petit peu Dame et CJ et faire qu'ils soient un peu plus impliqués en défense. Et moi, je trouve ça intéressant. Il les a un petit peu, en gros, pointés du doigt en disant, les gars, vous êtes les stars de l'équipe, vous menez l'équipe offensivement très bien, mais je voudrais que vous en fassiez un petit peu plus en défense, notamment, et ça, c'est son boulot en gros, en vous facilitant la vie en attaque. Qu'est-ce que vous en pensez juste de ça, un avis là assez bref dessus? Moi, je trouve ça personnellement intéressant. Comme sur la défense, l'idée est bien, mais reste à voir l'application parce que de ce qu'on a vu en tout cas un peu sur la pré-saison, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que on n'a pas de plus de passes décisives, donc on ne se crée pas plus de paniers faciles où il y a juste à finir. On tire aussi encore beaucoup à 3 points. En revanche, on a beaucoup plus de pertes de balles. Du coup, ça reste que la pré-saison. Il y a encore un peu de temps et quand il y aura toutes les rotations, il y aura Lillard, etc., ça sera sûrement un peu mieux. Et aussi, petite stat, on est la dernière attaque sur la pré-saison. Donc, bon, on va pas tout baser sur la pré-saison, mais je dis juste que il y a un gap entre ces idées et la réalisation sur le terrain pour l'instant. Donc, l'idée est bonne. On attend juste une meilleure exécution ensuite en régulière. J'ai voulu juste lancer ce petit sujet parce que, bon, voilà, vous l'aurez compris, moi, je regarde assez peu de matchs en direct de la saison régulière. Alors, des matchs de pré-saison, encore moins, et alors encore moins en replay. Mais voilà, je trouvais ça intéressant en tout cas, de responsabiliser dans les termes Lillard et McCollum. On sait que Lillard peut défendre. Il l'a montré sur des fan matchs, sur des séquences. On sait qu'il peut le faire plus souvent. Ouais. Mais juste, il y a le Vosges qui vient d'annoncer que Dennis Smith serait présent pour l'Opening Night. Ah bah voilà. Bon, on en parlait. Félicitations. Ben voilà, comme ça c'est officialisé en direct. Vous saurez donc qu'on aura enregistré samedi soir. Donc voilà, vous saurez tout des insides. Et je te fais peut-être réagir là-dessus, Adrien. Une des priorités pour Portland aussi, on le sait. Et là, je m'avance déjà un peu, mais en cas de play-off éventuel, c'est de faire une excellente saison régulière pour essayer d'être le mieux placé possible. Et on sait que, voilà, Chauncey Billups, comme tu l'as dit, si ça débute mal, il a pas tellement de temps pour mettre en place ses idées. En tout cas, il va falloir que ça clique vite. Pour l'instant, en pré-saison, c'est pas forcément le cas, mais il va falloir que dès les premiers matchs, c'est dans le premier match de Portland, c'est dans la nuit de mercredi à jeudi, il me semble. Il va falloir que ça clique tout de suite pour Chauncey Billups et ses hommes. Ouais, quand je disais que je pense qu'il faut pas que ça tarde et il faut pas qu'on fasse une première partie de saison dans le dur, c'est pas tellement pour dire qu'il a une épée de Damoclès au-dessus de la tête ou pour dire qu'il est sur un out-seat. Je pense qu'il termine la saison quoi qu'il arrive, mais c'est plus dans le sens où si on a des mauvais résultats, l'équipe peut exploser à tout moment en fait. Parce que Dave a mis un coup de pression. Je pense que ce coup de pression, il règne encore sur la tête du front office. Et que si les résultats sont pas bons, ça peut bouger dans l'effectif. Après, pour Chauncey Billups, je me fais pas tellement de soucis pour son poste, en tout cas pour cette saison. Très bien, je pense de toute façon on a largement dépassé l'heure syndicale, donc on va pouvoir rendre l'antenne. Peut-être Enzo, si tu as un dernier mot à dire, ou Adrien. Mais juste avant, si je peux juste rebondir sur ce qu'a dit Romain, la pré-saison, pour moi, c'est vraiment, je ferai pas trop de conclusions là-dessus.
Aucun match avec l'effectif au complet. On a eu un match avec le 5 majeur sans le banc. On a eu un match avec le banc décimé sans le 5 majeur. Enfin, c'est trop compliqué. Je peux pas juger vraiment la patte de Chauncey Billups sur la pré-saison. Vraiment, j'attends de voir que la saison commence au complet. Vraiment, parce que le seul match qu'on a joué avec le 5 majeur, c'est encore. Voilà, on sentait que Lillard n'a quasiment pas pris de shoot sur les phases où il a joué. Alors évidemment, l'objectif de Chauncey Billups ce sera de ne pas autant focaliser l'attaque sur Dame et ne pas lui mettre autant de responsabilités sur le dos et de faire tourner. On l'a vu aussi sur des séquences sur le premier match sans ballon face aux Warriors, que j'aime beaucoup, à l'image justement de Stephen Curry qui le fait aussi beaucoup. Il y aura beaucoup d'alternatives et il va jouer sans ballon, mais il aura beaucoup plus de responsabilités que ce qu'il n'a eu contre les Kings, non, contre les Suns d'ailleurs. Et voilà, Nour prenait des shoots après 3 secondes. Donc voilà, pour moi, c'est pas encore un assez bon indicateur, même si le mentionner, mais pour moi, c'est beaucoup trop tôt pour déterminer ce que seront les Portland Trail Blazers sous Chauncey Billups. Et voilà, moi, je serais pas étonné si on commence la saison très très fort à Portland. En tout cas, je le souhaite et j'espère que ça arrivera. Enzo, tu as le mot de la fin. Ouais, moi justement, ça rejoint en soi tout ce que je voulais dire pour l'interrogation sur la saison. C'est l'idée de faire des ajustements pour la défense, pour l'améliorer. Je suis très content. Le tout, c'est de ne pas faire trop de sacrifices d'un coup, trop de concessions en attaque. J'ai peur qu'on s'y retrouve pas trop. Après, en vérité, non, j'ai peur. Je grossis vachement les traits, mais attention à ce qu'on ne rentre pas dans un faux jeu où on jouerait pas vraiment notre basket, où on essaie juste de s'adapter à la vision du coach, qui, on le rappelle, est un coach rookie. Donc non, en vérité, ça devrait aller. Voilà, comme l'a dit Adrien, je ne serais pas étonné qu'on fasse un gros début de saison. Parce qu'en plus, c'est tout nouveau. On a la chance du débutant, on va dire. Donc ça devrait passer. Je me fais pas de soucis. Pronostic un petit pronostic pronostic ou pas pronostic? Allez, Lilian, on peut en premier, mouille-toi. Ce sera une saison à la Portland. On va en faire une saison régulière, mi-figue, mi-raisin. Enfin, non, plutôt une bonne saison régulière. On va être 6-7e. On va se faire taper au premier tour des playoffs. Et puis voilà, quoi. Ah ouais, Et puis, d'accord. Une saison à la Portland. Une saison à la Portland. Ou alors, ouais, je me dis, parce que je trouve qu'on était très hypés la saison dernière. Et des fois, les hypes, elles ont une saison de retard. Et je me dis que là, on n'attend pas Portland, Tony Snell, Cody Zeller, Ben McLemore. Franchement, si je suis un fan d'une autre équipe, je me dis, mais c'est quoi leur recrutement nul? Mais peut-être que si on va un petit peu plus loin, c'est peut-être cette année au final qui est plus propice à faire quelque chose. Là, tu me fais rêver, là. Je te refais rêver, mais au final, en fait, c'est que j'y crois pas beaucoup. J'y crois pas beaucoup. Et le problème, c'est que cette vision de noirceur amène d'autres idées noires que je n'ose même pas mentionner, mais que vous pouvez certainement deviner. Romain, un petit pronostic, vas-y. Mon pronostic, sur le classement, je vais avoir du mal. Parce que moi, mon pronostic, c'est de dire qu'avant la trade deadline, il y a du mouvement. Il y a un gros joueur. Je ne sais pas lequel, mais un gros joueur. Un All-Star? Ça, c'est une belle hot take, en tout cas. Ouais, un All-Star. Les gros joueurs, c'est... Ah, qui viendrait chez nous, d'accord. Ok, très bien. Oui. Ouais. Et t'as aucun Il partirait nom aussi, ou quoi du que ce coup. soit? Non, j'ai pas de nom. Mais Parce que là, on sent venir le Kevin Love, là, ça, je sais pas dire. non, j'ai pas de nom. Je veux pas m'avancer, mais voilà. Quand le joueur, son dernier All-Star, c'était il y a 5 ans, ça compte pas. Hein, non plus. Non, un vrai All-Star. Un vrai All-Star. Enzo, à toi. Moi, mon cœur de fan me dirait qu'on va battre le record des Warriors et faire une 74-8. Mais en vérité, non, je nous vois, pour la faire à la Trash Talk, je nous vois un peu au-dessus des 50 victoires. Je nous vois à 52. Donc faire une grosse saison. Le gros départ, un petit creux comme d'hab aux alentours de décembre, début janvier. Et puis ensuite, gros run post All-Star Break, où justement on aura, si Romain a fait son bon calcul, on aura un gros joueur qui reviendra nous aider. Donc non, je suis confiant. Et au minimum un tour. Large. Facile. Et pour finir, Adrien, dis-nous comment Dame va soulever son premier trophée NBA.
Non, moi je vois la saison un peu comme Enzo en fait, même presque de manière identique. Je vois un gros départ. Ensuite, pas que ça se relâche, mais ça se rééquilibre et un gros postal style break comme on a l'habitude d'en faire. Je nous vois bien terminer top 6, voilà, histoire d'éviter le play-in. Et ensuite, je nous vois pourquoi pas passer un tour et plus si affinité, mais je m'avancerai pas cette saison sur ça. On va attendre de voir comment ça se passe, mais voilà, en tout cas, j'ai envie d'y croire cette saison. Soyons sexy d'abord. Soyons sexy. Faisons une Suns en mode dans la bulle où ils ont une toute petite phase sexy et on attire. J'aime bien, on va terminer là-dessus. Soyons Ouais. sexy. Après, j'ai peu d'espoir que ça bouge, honnêtement. J'y crois même pas beaucoup. Mais voilà. On en parlera le moment venu. En attendant, on vous remercie d'être resté aussi longtemps pour nous écouter, pour à la fois cette review de l'intersaison et puis voilà, la petite preview de la saison de nos Blazers. On vous invite, comme d'habitude, à nous suivre sur YouTube, à vous abonner, à lâcher des commentaires, à suivre tout le monde sur les réseaux sociaux. Et puis nous, on se retrouvera pour tirer un petit bilan des quelques premiers matchs, des premières minutes de l'ère chaude CB Ups. J'avoue que maintenant que la saison approche, je suis assez impatient de voir ce que ça va donner, surtout à voir s'il y aura des petits changements, même mineurs. Je suis curieux de voir. On est quand même resté 9 ans avec Terry Stotts, 8 ou 9 ans. Donc ça fait quand même, c'est une sacrée part de l'histoire de la franchise et voir un petit peu de changement ne sera pas pour nous déplaire, j'en suis sûr. Et voilà, donc on se donne rendez-vous à peu près dans 10-15 jours, voilà, pour tirer un premier bilan. Et en attendant, on vous souhaite de passer un bon début de saison NBA. Et on se dit à la prochaine. Bye bye. Salut Ciao. les gars, gros bisous.